Donc d'une manière inconsciente, c'était un frère que j'ai perdu et qui était là avec toute cette sagesse du sage de la tribu. Et il y avait beaucoup, beaucoup de sagesse dans sa parole. Dans ses conversations, dans les cafés, il pouvait lever les regards, attendre un moment, et puis dire une phrase qui était tellement juste, et qui ramassait tellement. Un thème qui revenait souvent était dit, nous sommes un peuple qui a atteint une grande maladie, qui sort d'une grave maladie. Nous portons encore ça dans nos corps. Écoutez ça dans un Israël qu'on voit comme orgueilleux, triomphant. Écoutez cette voix de la fragilité de la bouche d'Aaron Apfelfeld qui revenait avec toute sa profondeur. Tout d'un coup, derrière la rue, plein de gens avec la grossièreté, avec les côtés méditerranéens. Et tout d'un coup, on voyait des réfugiés, des pays arabes, de l'Europe, de l'Asie. Des gens qui portent avec eux comme un monde imaginaire leur passé et qui sont là dans la rue à avoir ces gestes un peu brusques, d'être bruyants, parce qu'ils sont tous des gens qui étaient décomposés de leur... Donc ces phrases qui tout d'un coup pouvaient révéler toute la réalité sous un autre regard. Et c'est toujours été comme ça, un regard d'un poète, mais d'un poète narrateur. Donc ce n'était pas simplement la métaphore du moment, il y avait toujours dans son regard le récit, le temps, le ce qui était toujours présent, comme Paul Celan disait, comme un voile devant le lait, comme une voile. Donc il y avait toujours chez lui ce regard qui venait d'ailleurs, une odyssée. Le présent était une station dans une odyssée qui venait de loin et qui va continuer, et que nous sommes en route, et que nous avons une vocation de tracer cette odyssée, d'en laisser des traces, d'être juste, toujours cette exigence d'être juste dans la vérité, pas trop de mots, pas des belles phrases, pas trop et pas d'idéologie. Engagé, Aaron Appelfeld complètement à l'existence israélienne, mais pas d'une manière idéologique. Tenant sa voix comme une nécessité complètement existentielle, sans qu'elle soit une voix qui sait. Aaron Appelfeld n'était pas, entre guillemets, prophète. On a beaucoup des écrivains qui reviennent à la veine prophétique. Les prophètes savaient toujours tous parce qu'ils avaient la voix de Dieu qui parlait à eux, et ils étaient d'ailleurs assez coléreux, comme Dieu, dans la Bible. Et ils, surtout, grondaient beaucoup le peuple. Et tous ces... les gens, sûrement, n'étaient pas des grands saints, mais le cri des prophètes était dur contre eux, donc voir les fautes. Rêver sur un lendemain ensoleillé, lumineux, mais pas aujourd'hui. Et c'est une voix qui sait toujours le chemin à faire. Aaron Appelfeld ne savait pas le chemin. Il n'osait pas savoir. Il était un témoin. Il regardait l'eau profonde. Il regardait l'âme. Il ne jugeait pas les gens. Pour lui, les invalides, comme les héros, les gens qui bégayaient ou boitaient, étaient aussi nobles, ou peut-être parfois plus nobles que les gens bien habillés et avec de belles paroles. Il y avait toujours ce regard pour ceux qui sont dans la marge, le marge de la société, en regardant leur grandeur.
j'enchaîne comme ça. Ah non, je veux bien que vous développez sur une idée qui m'intéresse beaucoup, c'est que à la fois il est très solitaire et à la fois il a su créer des liens très forts. Il est très solitaire et très entouré et très amical. Et notamment, j'ai toujours été émerveillée qu'il ait réussi à faire une famille. Enfin, c'est peut-être, mais c'est une réussite incomparable, je trouve. Et je voulais avoir votre sentiment sur cette solitude que vous partagez tous les deux. Euh, bon, la solitude d'Aaron Appelfeld, je partage pas, parce que nous étions tous les deux des enfants uniques. Donc il y a cette solitude, je crois, innée aux enfants uniques. Et je crois qu'il revenait toujours à ce triangle mère, père, le petit, le jeune enfant avec eux. Donc c'est un monde clos qui protège, et puis une fois qu'on est exposé en dehors, on n'est toujours pas tellement sûr de nous-mêmes. Mais aussi, je crois que c'était la solitude de quelqu'un qui cherchait d'être juste et ne cherchait pas d'être dans le centre de la vie politique ou de la vie engagée. Donc il ne prenait pas l'estrade, il ne parlait pas dans les manifestations, ce n'était pas le porte-parole des mouvements extérieurs de l'histoire, mais c'est lui qui écoute. Et je crois qu'il écoute et qu'il écoutait avec son corps. Donc, c'est un geste presque d'un poète dans lequel cette solitude est une nécessité vitale. Mais en même temps, sa soif est d'être proche des personnes, de regarder, cette force d'empathie qui dégage extraordinaire était aussi ce qu'on avait rencontré dans nos rencontres, mais aussi ce qui dégageait de sa famille. Avec laquelle je suis très lié, ses enfants et sa femme, Judith, Yitzhak, Batia et Meir, qui sont chacun avec un côté très délicat, avec une famille tellement réunie. Vers la fin, il disait, mais je n'ai pas de mots pour parler de leur amour. Donc, je crois que c'était un homme qui pouvait aimer très profondément. Mais comme il a écrit, il n'aimait pas de grandes réunions, il aimait être tête à tête. Vers la fin, quand ils ont déménagé de Mevaseret à Jérusalem, chaque soir, Meir venait et il faisait un rond de tours de petites ruelles ici de cette quartier Rechavia où nous sommes. Une partie est plus religieuse, l'autre partie est plus laïque, donc il faisait ce tour et on voyait, Meir est très haut de taille, Aaron n'était pas très grand, il avait un peu un problème de marcher vers la fin et on les voyait, ces deux silhouettes, marchaient, parlaient avec une intimité extraordinaire. Donc cette intimité avait une force de présence qui était bouleversante. Donc il a donné ça beaucoup à sa famille, absolument. Et comment vous décririez sa femme qui reste très mystérieuse? Judith, elle a grandi en Argentine, donc elle a cette joie de vivre qui vient de Buenos Aires. Elle parle bien espagnol, je crois qu'elle parle aussi un peu français à cause de ça. Et puis d'une grande chaleur humaine. Et entre eux, il y avait cette délicatesse de dévouement de sa part pour son écriture, dévouement pour... Mais en même temps, c'est un respect mutuel dans lequel elle a laissé l'espace. De longues années, on s'est rencontrés dans des cafés. Dernièrement, qu'il ne pouvait plus beaucoup sortir, je venais à la maison, donc il y avait toujours le thé, les très très bons gâteaux qu'elle faisait, les rires, mais aussi un sentiment d'être toujours là, sans s'imposer, mais en même temps très, très présente. Judith est une femme lumineuse et que j'aime beaucoup. Donc, je crois qu'une partie des photos, par exemple, qui sont sur la couverture de ces livres en hébreu, étaient prises par elle. Donc, elle l'accompagnait dans son grand voyage. Elle était, dans ce sens-là, l'accompagnatrice sans dévorer son monde et d'une manière exceptionnelle. Oui. Vous savez comment elles se sont rencontrées? Non. Non. Non, je n'ai pas posé cette question. Et Non. vous pourriez me décrire leurs 3 enfants? C'est De vrai. façon, le premier s'appelle... Le premier s'appelle Meir Appelfeld, c'est un très grand peintre et aussi violoniste.
Nous avons joué ici sur le piano des sonates de Schubert ensemble. Lui venait avec son violon et moi avec en piano. Et avec lesquels j'ai beaucoup d'admiration pour son art, Meir, et nous avons collaboré sur beaucoup de choses. Donc, qui avait un lien très profond avec son père, Yitzhak, qui est un avocat, et d'une délicatesse extraordinaire. Aaron toujours disait, il devait être poète, mais il a décidé d'être avocat. Et Batia, qui a fait des études de littérature et de théâtre, qui est prof de littérature et théâtre, et qui est aussi très proche de ses parents. Il y a un sentiment de fusion extraordinaire de cette famille. C'est une famille exceptionnelle dans ses liens et dans cette intimité en sous-mot. Et puis le dévouement extraordinaire des enfants par rapport à leur père. Extraordinaire. Très à l'écoute. Très à l'écoute les uns aux autres. Et puis les uns aux autres entre eux. Chaque fois qu'il y a un vernissage de Meir, voilà, toute la famille est là, etc. Chaque fois qu'il y a. Donc, mais silencieux, pas imposant, pas bruyant, avec un petit sourire, avec un regard qui sait. Et parce que vu de France, on a l'impression que Aaron Appelfeld est un peu devenu un mythe parce qu'il était tellement charismatique et tellement sage. Alors c'est un mythe qui est intéressant et attirant, mais si on voulait voir l'homme derrière le mythe, comment on pourrait faire? Ce serait quoi l'histoire qui raconterait l'homme? Je crois que c'est un homme qui s'est levé le matin, il savait qu'il aura ses heures d'écriture la journée, une partie au café, une partie à la maison, qui avait un regard tranchant aussi sur la réalité, mais qui se retirait par décision pour être celui qui observe, qui regarde. Je crois qu'il avait des côtés donc lesquels il portait en lui de la lumière, qu'il pouvait être vraiment vers les autres, mais aussi il portait en lui, et dans ses livres on trouve aussi, il affrontait l'obscurité aussi. Donc il avait, comme j'ai essayé d'imiter tout à l'heure, il avait une très grande force d'imiter, d'écoute, le geste et les paroles des gens. Mais je pouvais, si j'entrais dans les cafés sans qu'il... parfois, parce que vers la fin, je sais pas, on s'est rencontrés, il n'avait plus la force de venir, prendre le bus, venir à Jérusalem. Donc j'ai pris ma voiture et j'allais à Mevaseret. Et là, c'était dans un mall, dans un énorme espace d'achat, avec un bruit de musique, des boutiques partout, un étage après l'autre, avec des escalators. Et là, dans un café, dans ce brouhaha, Aaron Appelfeld avec sa casquette. Et il aimait ce bruit. Il aimait être entouré de ce mouvement de vie. Et donc je pouvais parfois de loin l'attraper sans qu'il soit conscient. Alors ou bien il était concentré dans son écriture, ou bien il observait. Donc c'est un homme qui observait beaucoup. Mais qui aussi pouvait parler ou dire ou toucher le fond des choses et voir d'une manière nue. Donc là, je l'ai trouvé. Pour moi, il n'était pas un mythe. Pour moi, c'était quelqu'un, un ami qui voyait, qui a vu, qui m'a vu en tant que personne, qui a vu la réalité, qui l'a vu autrement un peu. Donc, et puis qui avait ses habitudes, qui avait sa routine, qui avait son sens d'humour extraordinaire. Il aimait beaucoup rire, et un rire délicat, parfois un rire un peu des caricatures, comme ça, pour saisir les choses, et avec beaucoup d'affection aussi. Donc,